Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser la question en fait? Vous l'avez tous vu, on connaît tous cette fameuse mort dans les mangas. Celle où le personnage reste debout et, comme d'habitude, et comme je suis bizarre, je suis le seul mec qui a dû se poser autant de questions sur pourquoi on fait ça. C'est une manière de faire mourir un personnage qui est assez récurrente. Et encore une fois, pourquoi? Les personnages qui meurent debout, on en a vu une pléthore, à tel point que faire une liste, ça semble plutôt inutile. Mais c'est quand même une grosse récurrence dans les shonen et les seinen. D'Hokuto no Ken à Jujutsu Kaisen en passant par Bleach, il y a une sacrée mystique avec le fait de faire mourir un personnage debout. Si je voulais faire mon ultra meurd et surtout le gros prouveur, je dirais que c'est un concept très camusien. Vous savez, la fameuse citation: plutôt mourir debout que vivre à genoux. Et il y a peut-être un peu de ça, mais je suis pas persuadé que tous les mangaka qui y aient fait référence aient lu L'Homme Révolté. Pourtant, cette idée camusienne, c'est un concept qui me plaît pas mal. Il n'y a pas besoin de le lire pour comprendre cette chose simple. Un personnage qui meurt debout, quelque part, c'est un personnage qui a un petit peu gagné son combat. Pas l'affrontement en lui-même, mais d'un point de vue idéologique, il l'a un peu emporté quand même. Alors évidemment, c'est pas la seule raison et la seule importance liée à cette mort, on y reviendra un petit peu plus tard, mais le fait de faire mourir un personnage debout, ça en fait un symbole. Et on le sait tous, le symbole, c'est ce qui survit à l'érosion du temps. Quand Thor protège Thorfinn et meurt debout criblé de flèches, il prouve qu'en effet, la vraie force, c'était pas la guerre. C'est pas forcément le même message pour chacun de ces personnages, puisque, encore une fois, un des intérêts principaux de cette mise en scène, c'est de donner une puissance particulière à l'idéologie du personnage. Par essence, donc, le message peut varier. L'important, c'est pas ça. C'est le symbole et la personne qui incarne le symbole. Pour moi, un des cas les plus parlants, c'est bien évidemment celui de Barbe Blanche dans One Piece. C'est quoi l'intérêt de le faire mourir debout? Oui, parce que c'est toujours ça la question qu'il faut se poser en premier. Pourquoi on fait ça? Déjà parce que le personnage, c'est l'incarnation même de la puissance et de la force. À tel point que même les plus grandes légendes du monde de One Piece en viennent à envier sa mort parce qu'elle est considérée comme glorieuse. Mais c'est pas seulement ça. Quand Barbe Blanche meurt debout, il devient d'office le symbole d'une nouvelle génération de pirates, puisque cette mort debout aux yeux de tous symbolise la fin d'une ère. Barbe Blanche meurt en tant que puissant, mais aussi en porte-étendard d'une génération, celle de Roger et Shebeck. Et là où il y en a un qui meurt dans l'ombre, l'autre qui se fait exécuter à genoux, le dernier incarne la dernière possibilité. Et cette possibilité, c'est celle de l'homme libre, du pirate qui s'est révolté jusqu'au bout, et qui part au combat une dernière fois, quitte à en mourir. Barbe Blanche, c'est le survivant, c'est celui qui allait plus loin que les autres, celui qui a montré que cette voie était tout à fait fonctionnelle, et que, il avait raison. C'est la fin glorieuse d'un homme qui est allé au bout de ses convictions. Et là, on se concentre seulement sur la figure symbolique de Barbe Blanche, parce que l'archétype du personnage qui meurt debout, c'est pas seulement lui. Comme dit, l'importance, c'est le symbole avant toute chose. Et comme je sais que vous adorez ça, on va prendre un deuxième exemple, celui d'Adam, dans Valkyrie Apocalypse. Déjà, il faut remarquer un truc qui est assez important vis-à-vis de ce genre de mort, c'est que elles ont toujours un petit point récurrent, elles ont un point commun principal. Je vais vous laisser y réfléchir quelques secondes avant de vous apporter la réponse. Vous êtes bons? Ces morts, ça symbolise une passation de pouvoir. C'est un passage de flambeau. Vous me croyez pas? On peut en faire une liste non exhaustive. Barbe Blanche, c'est encore une nouvelle ère de la piraterie. Thor, c'est la force qu'il transmet à son fils. Rasgado, c'est la protection des jeunes et futurs chevaliers. Adam, c'est la volonté de l'humanité à gagner le Ragnarok. Et si on veut aller encore plus loin, All Might qui lève le poing, c'est une mort métaphorique. Izuku est en effet le suivant. Et Adam, dans tout ça, c'est un excellent cas d'école. Il meurt debout, il donne surtout le pouvoir et la force à l'humanité de s'allier une bonne fois pour toutes, et surtout la volonté de gagner le Ragnarok. Et en plus de ça, il gagne d'un point de vue idéologique, puisque Zeus tombe à genoux, parce qu'il se battait sans réelle conviction. Parce que l'autre raison symbolique, elle est là aussi. Quelqu'un qui meurt debout, c'est quelqu'un qui se bat encore. Quelqu'un qui meurt debout, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné, quitte à en mourir. Naturellement, ce genre de mort, ça a toujours un gros impact et une sacrée importance dans le récit. Un peu plus tôt, j'avais évoqué Hokuto no Ken et le personnage de Rao. Alors lui, c'est un cas un petit peu particulier parce que c'est l'antagoniste principal de la première grande partie d'Hokuto no Ken. C'est le meilleur élève de l'école de Hokuto Shinken, et surtout, ce véritable monstre de puissance, c'est un des rares cas dans cette vidéo qui est un antagoniste. Après, c'est Hokuto no Ken, vous savez, avec ce manga, il y a énormément d'exagération, mais il y a surtout énormément de nuances. Si Rao commet des actes clairement impardonnables, il y a clairement certains de ses moves qui forcent le respect. Et un des points qui force le respect, sans mauvais jeu de mots, c'est sa force, c'est ce qu'il incarne. Les personnages qui meurent debout, il faut le dire, c'est des symboles, mais encore plus que ça, c'est toujours des personnages qui sont puissants, c'est toujours des gens importants. On parle de légende de la piraterie, on parle du premier homme arrivé sur Terre, de héros numéro 1, c'est toujours des trucs comme ça, on parle même de légende du champ de bataille. Et c'est d'ailleurs ce statut qui leur donne aussi cette valeur de symbole. Si c'était un personnage lambda, tout le monde se ficherait de les voir mourir debout. Mais là, il s'agit de légendes vivantes. Le fait qu'elles meurent debout, ce n'est jamais qu'un dernier vers dans leur histoire, qui confirme une chose très simple.
ils étaient hors normes. Si les personnages qui meurent debout sont toujours aussi fascinants, et si surtout c'est une mise en scène qui a toujours autant d'efficacité, il y a une raison très simple. C'est que c'est tant pour montrer leur puissance, leurs idéaux et leurs symboles, que pour faire une passation de pouvoir. Et encore, on peut ajouter encore autre chose. Le personnage qui meurt debout, c'est par essence un personnage qui s'est fait tuer, et c'est souvent pour cette raison que le personnage qui meurt debout est une figure liée au protagoniste. Un personnage qui était surpuissant voit sa vie se terminer très souvent en voulant protéger quelque chose. Encore une fois, passation de flambeau. La protection que ce personnage offrait aux autres n'est plus. Ça marque un nouvel avènement dans l'œuvre. Si cette mort, elle sert de phare pour le protagoniste, pour lui donner surtout une aspiration et une volonté d'aller de l'avant, et surtout de surpasser cette figure qui est morte debout, il y a aussi un double sens. Parce que si le protagoniste voit bien le personnage mourir debout, l'ennemi aussi, parce que lui il est aux premières loges de la chute. Qu'il s'agisse d'Escalade, de Barbe Noire ou même d'un Highwatch qui vient trancher dans le vif d'un Yamamoto bien usé, très souvent la mort du personnage qui reste debout, elle est annonciatrice d'un grand bouleversement dans le récit, et elle sert à apporter une certitude toute particulière. Si un des intérêts principaux du personnage qui meurt debout, c'est en effet de faire un passage de flambeau et surtout d'incarner sa force, l'idéal et ce qu'on voulait inspirer, et prouver aussi à l'ennemi qu'on avait en partie un peu raison, il y a encore autre chose. Ça prouve surtout que l'ennemi n'est pas infaillible. Il a manqué quelque chose au grand méchant, et cette chose manquante, c'est ce qui causera sa perte. Il a réussi à battre l'autre, mais il n'a pas réussi à le faire tomber à terre. Plus qu'un flambeau, plus qu'un symbole, la mort de ce personnage, c'est aussi la preuve. La preuve que le mal ne peut jamais triompher éternellement, et qu'un jour, il y a quelqu'un qui se dressera à nouveau face à lui. Et c'est pour ça que parler de la révolte de Camus, c'est quelque chose d'assez intéressant vis-à-vis de ce sujet. Il n'y a pas besoin d'avoir lu le livre pour comprendre quelque chose d'assez simple. Le personnage qui reste debout jusqu'au bout, c'était le personnage qui avait quelque chose à prouver. C'était celui qui tenait plus que tout à quelque chose, c'était celui qui était plus fort, mais qui au final a quand même perdu. Et je pense que la dernière question à se poser, qui est surtout assez intéressante, c'est ok, c'est un truc incroyable, la mort debout, c'est un archétype magnifique et c'est une mise en scène très efficace, mais ça vient d'où en fait? Il y a des récurrences dans les mangas, c'est pas difficile de trouver leur origine. Prenez le fameux coup de poing croisé, ça vient d'Ashita no Joe. Prenez le Akira Slide, ça vient d'Akira. Est-ce que vous êtes vraiment étonné? Et surtout, prenez le personnage qui meurt assis sur un tabouret avec l'air heureux. Encore une fois, Ashita no Joe. Faudra vraiment qu'on parle d'Ashita no Joe un jour. Est-ce que ça vient de One Piece? C'est bien trop récent. Parce que oui, Thors, il était mort debout avant Barbe Blanche. Et bon, si on creuse un petit peu, on réalise et on se souvient très bien que Hokuto no Ken, voilà, ça date des années 80, et si on cherche encore un petit peu plus, on a Aldebaran de Saint Seiya qui peut être considéré comme un des précurseurs. Et si on cherche dans le folklore global, c'est pas un truc qui est réservé au Japon. Prenez les mythes celtes, Tuchulain, ou Cutulain, ou Cuculain, je sais pas comment ça se prononce. La mort de cette figure mythologique, c'est littéralement lui qui, avec le ventre tranché, s'attache autour d'un rocher pour rester debout avec ses propres intestins et faire peur à l'ennemi. Et ça a marché. Bon, évidemment, je pense avoir un élément de réponse. Pour les japonais, on va toujours se retourner vers la même figure, le moine guerrier Benkei. Et si vous connaissez pas son histoire, c'est pas grave, je suis là pour vous. Benkei, c'est un guerrier gigantesque et surpuissant qui s'est allié à Minamoto no Yoshitsune. L'histoire relève bien évidemment du mythe, mais Benkei, il se fout sur un pont et il annonce très fièrement qu'il va affronter 1000 personnes, prendre leur arme à chaque fois, et qu'à terme de ces 1000 duels, il aura 1000 armes et que ça sera lui le meilleur. Évidemment, parce que bon, c'est un mythe et bon, faut un petit peu de tension narrative, Minamoto no Yoshitsune arrive, c'est le 999, non, même pas, c'est le 1000ème. Donc l'autre, il a 999 armes, et il perd. Suite à ça, il décide de le suivre. Qu'on enchaîne un petit peu, la relation entre Yoshitsune et son frère Yoritomo, alors Shogun, se détériore et une guerre éclate. Yoshitsune, acculé, veut se seppuku pour mourir dans l'honneur et pour que personne ne puisse prendre sa tête, alors Benkei fait tout pour lui gagner du temps. La stratégie pour lui gagner du temps, c'est se mettre sur un pont et tenir la position malgré les attaques et les nuées de flèches. Et il est mort comme ça. Il est mort comme ça sur le pont, en train de tenir debout pour gagner du temps à son seigneur, et des ennemis avait juste trop peur de s'approcher, c'est qu'après un certain temps qui regarde et qui réalise que Benkei était déjà mort. Et je pense que c'est forcément ça l'origine du truc, parce que c'est littéralement un des mythes les plus importants et les plus connus au Japon, l'histoire de Benkei. Il est adoré là-bas, il est vraiment admiré, c'est un symbole de résilience et de force qui est assez exceptionnel. Donc je pense qu'il n'y a aucun doute que pour un shonen ou un seinen qui, pour les cas d'action, sont très souvent des trucs qui veulent montrer la puissance du personnage, sa force, le fait qu'il s'en sorte toujours, etc. La représentation même de Benkei et s'inspirer de lui, c'est une excellente idée. C'est le symbole même de la force. Et d'un autre côté, c'est tout sauf étonnant. Vous savez, pour un auteur, choisir de faire mourir un personnage, c'est toujours un choix un peu difficile. Déjà parce que souvent les personnages on s'y attache, parce que ça peut déplaire au public, et aussi et surtout parce que c'est le point final de l'histoire du personnage. Rater sa fin, c'est laisser un goût amer au public. Et ça, c'est un truc qui donne pas forcément envie. Donc en plus du choix de faire disparaître le personnage, on a aussi la responsabilité du choix de la méthode. Il faut que la disparition du personnage ait un sens, il faut qu'on réfléchisse à comment il va mourir.
Donc pour un personnage qui est impuissant, c'est pas rare que le choix effectué par la plupart des auteurs, c'est celui du personnage qui incarne même la puissance et la persévérance dans le folklore japonais. En tout cas, moi c'est sans doute ma mort de personnage préférée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.